Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la transformation locale des produits agricoles avec un dossier consacré à la transformation du manioc en Côte d'Ivoire. Au programme également de cette émission, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a claqué la porte du parti au pouvoir, le Parti démocratique populaire. Et en Côte d'Ivoire, le procès des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo se poursuit. Et enfin, en troisième partie, le 3e Forum international Afrique Développement a débuté ce jeudi au Maroc. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Alafé Ouakili, vous êtes directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Bienvenue. Merci. Et avec nous également nos éditorialistes, Daoud Attal, bienvenue. Bonsoir Fanny. Et Samuel Gembok, bienvenue. Bonsoir Fanny. Tout de suite, l'actualité du jour. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a donc annoncé son départ mardi du parti au pouvoir. Il avait pourtant été l'un des fondateurs de cette formation politique, mais depuis quelques mois, l'ex-chef d'État ne cachait plus ses nombreux désaccords avec la politique de l'actuel président Goodluck Jonathan. Ibrahim Ndiaye. Coup dur pour le PDP, le Parti démocratique populaire au Nigeria. À 6 semaines de la présidentielle, l'ancien président Olusegun Obasanjo a claqué la porte de sa formation politique, le parti au pouvoir dirigé par le chef de l'État Goodluck Jonathan, qui semble de plus en plus isolé sur la scène politique du Nigeria. De toute manière, il y avait déjà une crise politique assez importante au niveau du PDP, le parti au pouvoir. Et les accusations d'Obasanjo vis-à-vis de Jonathan, notamment sur la volonté de Jonathan de frauder ou en tout cas de contourner le système pour se maintenir au pouvoir, était de plus en plus répété depuis un moment. On sait en même temps que Jonathan a toujours dit qu'il était un peu le poulain d'Obasanjo, donc c'est aussi une rupture, je pense, entre deux personnalités. C'est Obasanjo qui avait tenu à ce que Jonathan soit le vice-président de Yar'Adua au moment où Obasanjo lui-même quittait le pouvoir. Donc c'est un peu grâce à Obasanjo que Jonathan est aujourd'hui président du Nigeria. C'est grâce à lui qu'il a été candidat du PDP. Même si l'ancien chef de l'État n'a pas ouvertement exprimé son soutien au candidat de l'opposition Mohamed Bouhari, il a toutefois déclaré que ce dernier serait le plus à même de mettre un terme à l'insurrection menée par Boko Haram. La question des élections, elle est quand même relativement à dissocier de l'affaire de Boko Haram. La crise de Boko Haram dure depuis un certain temps. Le groupe a lancé une insurrection en 2009. On a fait les élections en 2011. En 2011, il y a eu plusieurs centaines de morts dans le processus électoral. Personne ne les a attribués à Boko Haram. Ce sont des violences politiques qui sont classiques au Nigeria, même si celle de Boko Haram, a tendance à phagocyter l'autre, celle de l'élection. Mais je crois que ce sont vraiment deux problématiques différentes et que de toute manière, la question, entre guillemets, de la réélection de Jonathan n'est pas fondamentalement liée à Boko Haram, même si Boko Haram explique que son objectif est que Jonathan parte. Donc si Jonathan n'est pas réélu président du Nigeria, pour Boko Haram, ce sera également une victoire. Ils pourront annoncer qu'ils ont atteint leur objectif. La présidentielle est prévue ce 28 mars 2015, une élection que le leader de Boko Haram promet d'empêcher. Daouda, est-ce que c'est un soutien de poids que perd le président Goodluck Jonathan? Tout à fait, Fanny, c'est un soutien de poids que Goodluck Jonathan perd, parce que Obasanjo, c'est quand même quelqu'un qui est très apprécié, on va dire, encore sur la scène politique locale nigériane. Et aussi, c'est un personnage qui a une certaine stature internationale. Il connaît bien la scène politique nigériane. Il a été 2 fois à la tête de l'État, entre 1976 et 1979, et encore entre 1999 et 2007. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un mandat de la mission des Nations Unies au Congo également. On se souvient qu'à l'époque, quand il était encore président du Nigeria, il avait été très actif dans tout ce qui est panafricanisme, etc. Il a joué un rôle fondamental, notamment dans la mise en place du NEPAD. Il a été candidat également aux Nations Unies. C'est un personnage qui quand même bénéficie d'une certaine stature internationale qui peut porter, qui est très intéressante. Et je pense que perdre un tel soutien
À mon avis, c'est un coup dur pour le président nigérian et ça accentue les chances de son adversaire, Mohamed Buhari. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui perd. Mais je pense que vu le personnage de Obasanjo, c'est quelqu'un qui n'a pas envie en tout cas, de cautionner des choses qui ne fonctionnent pas au Nigeria, à mon avis, hein, pour sa propre image. Samuel, est-ce que ce départ va compter dans l'élection présidentielle? Incontestablement, il va peser de son poids sur les élections qui se tiendront dans quelques semaines. Mais il faut toutefois rappeler quand même que le PDP vivait déjà une situation extrêmement délicate. Ses scores électoraux ces derniers temps montrent très bien que le parti semblait déjà sur le déclin. Il faut, à titre de rappel, il faut voir par exemple que le pourcentage de représentation au Parlement, à la Chambre des représentants, a diminué de 2007 à 2011. Et bien évidemment, le président Goodluck Jonathan a aussi eu, je crois, en 2011, 57%, alors que son prédécesseur, Umaru Yar'Adua, a enregistré déjà 70-71%. Donc ce déclin, il est observable sur les élections antérieures. Mais entre les deux personnages, il y avait déjà des clivages assez importants. Déjà, l'exclusion d'un des proches d'Obasanjo au conseil exécutif du parti a alimenté ces tensions. Il faut aussi rappeler que Obasanjo avait aussi, lui, des comptes à régler compte tenu de la suspension de la publication, l'interdiction de la publication de ses mémoires en décembre dernier. Donc tout cela a alimenté des tensions politiques au sein du parti et c'est l'opposition qui en sort grandie parce que si on doit rappeler quand même le score de 2011, le principal parti de l'opposition avait enregistré 36%. Et la fusion des autres 4% qui surpasse le clivage nord-sud va certainement jouer en faveur de l'opposition. Alafé Ouakili, est-ce que d'après vous, le président Goodluck Jonathan est de plus en plus isolé sur la scène politique? Oui, il est de plus en plus isolé, d'autant plus qu'on a aussi une sorte de logique d'alternance au Nigeria qui crée une situation d'impatience des populations du Nord qui, après ce qui s'est passé concernant Yar'Adua, estime que le moment est venu pour la parenthèse Goodluck de se fermer, puisqu'il a été longtemps soutenu par Obasanjo et on sait dans quelles circonstances il est arrivé. Donc les populations du Nord estiment que le moment est venu de fermer cette parenthèse et il ne faut pas exclure qu'une alternance, une défaite de Goodluck puisse donner les moyens à peut-être celui qui est favori, Buhari, ressortissant du Nord, d'avoir par le dialogue ou aussi une politique de répression plus féroce, les moyens d'éradiquer Boko Haram. Donc il y a un désir d'alternance, il y a un désir de tourner la page que certainement Obasanjo a voulu anticiper. Reste à savoir si ça pourra jouer, ça pourra être décisif dans les élections à venir. En espérant aussi que cette situation n'entraîne pas une sorte de violence généralisée avec ce Nigeria incertain, ce Nigeria de toutes les incertitudes. Daouda, alors justement, rapidement, est-ce que ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu, ce départ et puis toutes ces critiques, notamment dans ses mémoires, alors qu'on sait même qu'au Nigeria, les élections sont souvent sous tension? Oui, complètement. Je pense que c'est mettre de l'huile sur le feu parce que quand on est dans un pays démocratique, un ancien président qui publie ses mémoires, à mon avis, même s'il a critiqué Goodluck Jonathan, il devait l'accepter quelque part. On est en démocratie. Donc je pense que c'est une situation qui n'arrange pas les choses pour Goodluck et il va falloir, je ne sais pas comment il va pouvoir s'en sortir, mais aujourd'hui j'ai l'impression quand même que l'opposant a toutes ses chances, d'autant plus que si la présidence retourne au nord, comme il est de coutume, à mon avis, beaucoup sont favorables aussi, sans doute, à ce cas de figure. Parce que ça manque au nord. Obasanjo a fait 8 ans, Goodluck a 4 ans plus 1 ou 2, ça fait 12 ans que le nord se sent un peu exclu. Et c'est au cours de toutes ces années, ça a commencé avec Obasanjo, que l'islamisme et le terrorisme ont commencé à naître. C'est vrai qu'il y a eu aussi l'Est qui menace d'ailleurs si Goodluck s'en va, mais on voit bien qu'il y a longtemps qu'ils se sont sentis privés et c'est le mauvais moment peut-être pour Goodluck, mais il faut peut-être y songer.
Merci. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, le procès des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo se poursuit. Depuis une dizaine de jours, ce sont les membres du dernier gouvernement Gbagbo et les cadres du régime qui sont entendus. Parmi eux, Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre et président du Front populaire ivoirien. Birama Saounera. En Côte d'Ivoire, le procès des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo se poursuit. Ces derniers jours, des personnalités de l'ancien régime se sont succédées devant la cour d'assises d'Abidjan. Il s'agit entre autres de Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre, Geneviève Brogrébé, présidente des femmes patriotes de Côte d'Ivoire, Théa Kouo Narcisse, ancien chef de cabinet de la présidence, et Michel Gbagbo, fils de l'ancien président ivoirien. Les accusés dans leur totalité, mis en bloc et en détail les faits suffisamment graves qui leur sont reprochés. On a noté aussi par moments que l'enquête avait manqué souvent de consistance. Donc c'est un élément important à relever. Il faut également relever que M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, à la barre, a fait un plaidoyer à l'endroit de la justice. Il a demandé que la justice puisse s'inscrire dans une posture de réconciliation, donc qu'elle puisse jouer son rôle dans la réconciliation en rendant un verdict, une décision, a-t-il dit, une décision opportune. Démarrée fin décembre, la session d'assises continue afin de juger 82 personnes proches de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Cependant, pour les militants des droits de l'homme, les victimes de la crise post-électorale sont oubliées dans ce procès. Parce que lorsqu'on regarde les charges qui sont retenues contre les prévenus, ce sont les charges contre l'État, à savoir attentat à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'État. Il n'y a rien qui puisse éclairer, qui puisse être pour la protection des victimes. C'est cela que nous déplorons. Michel Gbagbo a comparu ce mercredi. L'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo sera aussi entendue lundi prochain par la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. A rappelé que les violences entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara ont fait plus de 3000 morts jusqu'en mai 2011. Alafé Ouakili, quels sont exactement les chefs d'accusation qui pèsent sur ces proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et que risque-t-il, Il risque beaucoup, eu égard aux charges d'accusation, c'est atteinte à la sûreté de l'État, rébellion, constitution de bande armée et complicité pour les violences et toutes les exactions qui ont été commises. Ce sont des charges suffisamment lourdes. S'ils sont aux assises, c'est au moins 20 ans d'emprisonnement. Mais il est évident que le procès ayant mis du temps à se tenir, on a réussi à apaiser un peu les tensions, de sorte qu'on ne peut pas dire que ce procès fasse partie des préoccupations majeures. Aujourd'hui, c'était une attente, c'est en train de se dérouler et ça se déroule comme quelque chose... Ce n'est pas très suivi par la population ? Non, pas vraiment. La population va qu'à ses occupations, les activités se font et il est évident que si ces procès avaient eu lieu il y a 2 ans, la tension aurait été plus forte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il risque gros, c'est vrai, mais on est dans une dynamique de réconciliation qui fera certainement que la justice fera son travail, elle fera ce qu'elle a fait, elle va prendre les réquisitions et éventuellement les sanctions qu'il faut. Et il est évident que le politique aura son mot à dire après pour encourager cette dynamique de réconciliation qui a cours à travers peut-être une grâce et pourquoi pas à travers une amnistie. Samuel, quand même, ces procès qui continuent, qui ne concernent qu'un camp de la crise post-électorale, est-ce que c'est de nature à favoriser le processus de réconciliation nationale ? Je pense que la situation est un peu délicate en ce moment et même la justice prendra, je pense, toutes les précautions nécessaires pour ne pas envenimer la situation. On est en situation de préparation des élections présidentielles et il va de l'intérêt de toutes les parties au conflit ou antérieurement au conflit de militer pour la réconciliation. Et je pense que le cri émis par le président du FPI qui appelle au pardon et à la réconciliation nationale vise justement à apaiser davantage les tensions et de contribuer à consolider ce qui a déjà été fait, notamment par la commission Vérité et Réconciliation, et aussi assurer la participation pleine et entière de tous les autres partis politiques, notamment sa principale candidature. Donc je pense que c'est un enjeu politique majeur et il faut non seulement s'appuyer sur les instruments strictement juridiques, mais il faut mesurer l'ampleur de la situation sur le plan politique.
Daouda Veto-Guigui, vice-président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, estime que les victimes de la crise post-électorale ne sont pas prises en compte dans ces procès. Qu'en pensez-vous ? Bon, je pense que d'un côté, on peut lui donner raison. D'un côté, quand on voit le déroulement du procès, c'est-à-dire que atteinte à la sûreté de l'État, je trouve que le procès manque un petit peu de précision, parce qu'atteinte à la sûreté de l'État, c'est un fourre-tout. Et d'ailleurs, on l'a vu quand le déroulement même, les co-prévenus, 82 co-prévenus qui se demandent finalement qu'est-ce qu'on leur reproche. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas coupables, mais je pense que ce procès manque de précision, et soit vous avez assassiné telle personne, ça c'est bien précis, ou vous avez... voilà, mais atteinte à la sûreté de l'État, c'est assez général, il faudrait aller vers plus de précision. C'est peut-être pour ça que les droits de l'homiste parlent de victimes qui sont oubliées. Bon, maintenant, au fur et à mesure que le procès se déroule, on verra bien qu'est-ce qui est réellement reproché à chaque individu de ces dizaines de co-prévenus. Mais en tout cas, il faut aller vers la réconciliation, effectivement, je pense, parce que c'est un procès qui se déroule pendant qu'on prépare des élections, l'élection présidentielle. En plus, je pense qu'il faut aller au terme du procès, finir le procès avant l'élection présidentielle. Parce que, par exemple, s'il y a des opposants comme Pascal Affi-N'Guessan qui ont un procès en cours avec l'État, aller vers des élections, on ne sait pas qui sera candidat, peut-être lui, peut-être d'autres. Donc je pense qu'il faut aller vite avant les élections, dans tous les cas, je pense, et préciser les charges. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause d'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.